nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle visioconférence organisée par le réseau Euroguidance France. Le calendrier complet est disponible sur notre site www.euroguidance-france.org. Nous continuerons ces visioconférences également sur l'année 2021. Pour le moment, le programme ne va que jusqu'en décembre, mais nous mettrons prochainement le programme pour au moins jusqu'au mois de juin 2021. Alors, cette conférence est donc animée par le réseau Euroguidance. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, le réseau Euroguidance est un réseau européen qui est composé de centres ressources pour l'orientation et la mobilité en Europe. Il est soutenu par l'Union européenne et a été créé en 1992 par la Commission européenne. Il existe et il est financé dans le cadre du programme Erasmus+, éducation-formation. On est présent dans 34 pays européens et les professionnels de l'orientation des différents centres sont chargés notamment de promouvoir la mobilité en Europe et à l'international, d'où notamment ce type de visioconférence. Je ne me suis pas présentée, je suis Manon d'Angèle et donc chargée de mission Euroguidance au Centre ressources de Strasbourg. Cette conférence portera donc sur l'enseignement supérieur en Allemagne. Et pour cela, nous avons deux intervenants. Nous avons Gradiana Boscato du réseau Euroguidance qui nous présentera plutôt comment fonctionne l'enseignement supérieur en Allemagne dans le cadre d'une mobilité dite en solo ou individuelle. Et puis, nous avons Théo Boucard de l'Université de Strasbourg qui est chargé de mission franco-allemand et qui nous présentera plutôt ce qu'on appelle la mobilité dite institutionnelle, le fait de partir dans le cadre de ses études en France. Donc, pour commencer, on peut se poser la question de pourquoi l'Allemagne, même bien que je pense qu'un certain nombre d'entre vous, puisque vous êtes connectés ce soir, a déjà un certain nombre de réponses à cette question-là. L'Allemagne, c'est 3 millions d'étudiants en 2017 et qui s'impose comme le premier pays de l'Union européenne en termes de population étudiante. L'Allemagne, c'est également le 4e pays mondial dans l'accueil, donc dans ce qu'on appelle la mobilité entrante, derrière donc les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. C'est passé devant la France et c'est donc derrière le Royaume-Uni, même si voilà, on met des guillemets, mais c'est le 2e pays d'Europe donc à recevoir le plus donc d'étudiants en mobilité. C'est la 2e destination Erasmus+, derrière l'Espagne. Et eh bien, pourquoi finalement autant d'étudiants? Eh bien, l'attractivité allemande repose notamment sur un réseau d'universités d'excellence, offrant de belles perspectives sur le marché mondial du travail. Il y a également une politique de bourse assez volontariste et portée par le service du DAAD, dont on reparlera probablement ultérieurement. Il y a une quasi-gratuité des études et la réputation de son ingénierie et les perspectives d'emploi offertes par l'économie allemande, notamment dans l'industrie, qui est susceptible d'intéresser un certain nombre d'étudiants internationaux. D'ailleurs, 40% d'entre eux sont actuellement inscrits dans des cursus de sciences pour l'ingénieur. Les universités allemandes proposent de nombreux cursus, de programmes internationaux, des programmes d'études interdisciplinaires dont on parlera aussi probablement juste après. Et puis, on a aussi donc, des perspectives d'emploi, comme j'ai pu le dire auparavant, intéressantes puisque le taux de chômage tourne autour de 5% et même inférieur à 3% dans certains landes. Alors, la coopération éducative avec l'Allemagne a débuté dès l'après-guerre et c'est la plus aboutie en Europe. Les mobilités en Allemagne peuvent commencer dès le secondaire, grâce notamment à des programmes de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, comme Brigitte Sauzet ou Voltaire, qui permettent donc à des lycéens, des collégiens, des lycéens, de partir 3 à 6 mois en immersion dans des établissements allemands. Donc, ça me permet de parler notamment de l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui a été créé en 1963 et qui a pour mission d'encourager les relations entre les jeunes des deux pays, de renforcer leur compréhension et par là de faire évoluer les représentations du pays voisin. L'Office franco-allemand pour la jeunesse apporte son soutien à des échanges et des projets de jeunes Françaises et Français et de jeunes Allemandes et Allemands sous diverses formes, notamment des échanges scolaires et universitaires, des cours de langue, des jumelages, des rencontres sportives et culturelles, des stages et des échanges professionnels, du volontariat franco-allemand, des bourses de voyage, des travaux de recherche, etc. Dès le secondaire, on retrouve également ce qu'on appelle les filières ABIBAC,
qui repose sur des partenariats entre des établissements français et allemands, qui permettent donc à des échanges d'élèves, une coopération des enseignants et pour à la fin obtenir à la fois le baccalauréat français et l'abitur allemand. La présentation concerne l'enseignement supérieur en Allemagne et non pas le secondaire. Et donc, je vais laisser la parole à Graziana Boscato qui va nous présenter donc, le fonctionnement de l'enseignement supérieur. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je travaille également pour le Centre ressources de Strasbourg. Et donc là, je vais vous présenter les grandes lignes de l'enseignement supérieur en Allemagne. Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord, et bien rappeler, c'est que l'Allemagne est un État fédéral, qui comprend 16 Länder, et que l'éducation est une compétence de chaque langue. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une organisation nationale qu'on va retrouver partout avec des intitulés de diplômes identiques dans tous les pays. Donc, chaque land va avoir son propre financement et ses propres programmes d'études. Et c'est particulièrement vrai pour la formation des enseignants qui ne va pas forcément être la même. On ne proposera pas forcément les mêmes options aux enseignants, donc d'un land à l'autre. Alors, l'Allemagne, pourquoi choisir l'Allemagne? Donc, il y a effectivement une motivation, ça a déjà été évoqué par ma collègue, hein, une motivation personnelle, un intérêt pour le pays qui est dominé quand même par des éléments économiques qui sont présents donc, sur cette diapo. Alors, sachez que l'allemand, c'est une langue qui est parlée donc, par les 90 millions d'Allemands, mais également donc, en Suisse, en Autriche, et qu'en Allemagne, quand on fait des études, on apprend l'anglais et énormément de cours se font en anglais. Donc, à l'issue de vos études, on peut dire que vous allez être trilingue si vous avez déjà le français comme langue maternelle. Alors, on a évoqué déjà le premier partenaire économique de la France. Hein, donc, l'Allemagne est également un grand exportateur mondial, donc c'est un pays dynamique. Le taux de chômage donc, a été évoqué tout à l'heure, tournait autour de 5%. Alors, suite au confinement et à la crise sanitaire, je crois qu'en octobre 2020, ce taux de chômage était monté à 6%. Et sachez qu'il y a des grandes différences entre les Länder. Donc, par exemple, le Bade-Wurtemberg ou la Bavière, qui sont donc des landes assez riches, le taux de chômage est inférieur à 3%. Donc, actuellement, on peut quasiment considérer qu'il y a plein d'emplois dans ces différents landes. Alors, du coup, un petit souci pour l'Allemagne qui a une population vieillissante et qui accueille donc très, très volontiers les étudiants, les apprentis venant d'autres pays afin de permettre donc une main-d'œuvre qualifiée pour l'avenir de leur économie. Donc, c'est vraiment un souci très important et ils ont des programmes donc, de mise à niveau linguistique pour les personnes qui vont travailler chez eux qui sont particulièrement développés. Donc, j'en reviens donc au sujet de la soirée. Donc, quand on veut étudier en Allemagne, donc on a trois possibilités. Soit on part tout de suite après son bac faire tout son cursus d'études donc en Allemagne. Donc, c'est ce qu'on appelle partir en solo, hein, partir en individuel. C'est une mobilité en freelance. Soit on intègre un cursus de double diplôme que l'on peut commencer après le bac ou après la licence. Et donc là, ce sont des cursus qui sont dits institutionnels. Donc, il faut bien se renseigner sur qu'est-ce que je veux faire et où je veux faire mon double diplôme. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite rentrer dans, si vous le faites après le bac, il faut rentrer dans l'établissement qui propose donc ce partenariat. Et si vous voulez faire après la licence, donc il faut vous renseigner pendant vos études pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire comme double diplôme ou comme partenariat donc à partir de votre licence. Et la troisième possibilité, c'est de partir dans le cadre d'un échange Erasmus ou d'un autre accord de partenariat. Et donc là, vous pouvez partir, si c'est pour Erasmus, dans un échange pour faire des études ou pour y faire un stage. Mais là, vous restez étudiant français qu'on envoie en Allemagne. Hein. Donc là, vous ne serez pas étudiant allemand, mais étudiant français qu'on envoie faire sa période d'études en Allemagne. Donc, les établissements d'enseignement supérieur allemands, je vous les ai listés ici. Vous avez bien sûr les universités qui sont reconnues, réputées, avec des spécialités. Hein, donc, on peut retrouver des spécialités dans le domaine scientifique, dans le domaine littéraire, dans le domaine de l'histoire. Donc, depuis très longtemps, donc, ces universités existent et ont une très bonne réputation.
Vous avez des universités en sciences appliquées qui sont beaucoup plus récentes. Elles ont été créées dans les années 70-80 et elles sont liées au territoire. Ensuite, on a des écoles des beaux-arts, donc là dans le domaine artistique, et des écoles de musique. On y distingue des écoles supérieures de pédagogie, si vous voulez devenir enseignant à l'école primaire. Donc, il y a des doubles diplômes avec la France dans ce secteur. Donc, ce sont des cursus à part dans l'enseignement supérieur allemand. On a des écoles professionnelles qui peuvent être duales, c'est-à-dire qui se font en alternance avec l'entreprise pour apprendre certains métiers. C'est le cas particulièrement si vous voulez faire, par exemple, des travaux, être dans des laboratoires de biologie pour devenir laborantin, si vous voulez devenir opticien. Donc, ce sont des écoles professionnelles qui vous délivreront un diplôme professionnel et vous faites une partie de vos études donc, dans l'entreprise et une partie dans un centre de formation à l'école. Et vous avez, toujours dans le domaine des écoles professionnelles, des écoles à temps plein. On a par exemple des écoles professionnelles de kinésithérapie. Donc, on vous donnera un diplôme d'école reconnu par l'État. Et donc, ça, ces formations-là correspondent un petit peu à des formations de Bac+2, genre BTS en France. Et une dernière filière d'études, ce qu'on appelle les Berufsakademie, qui n'existe pas dans tous les Länder. Ça existe dans 7 ou 8 landes. Et là, donc, ce sont des formations par alternance qui vous délivrent des bachelors et des masters dans des grandes entreprises. Voilà, donc là, vous avez les différentes institutions. Alors, on va parler donc maintenant plus particulièrement donc, de l'université et de l'université de sciences appliquées qu'on appelait avant Fachhochschule. C'est pour ça que je vous ai mis donc l'acronyme FH. Donc, l'organisation générale de l'enseignement supérieur se fait en semestre, c'est-à-dire que les cours peuvent commencer au semestre d'hiver, qu'on appelle le winter semester. Donc, souvent dans les informations, vous allez retrouver l'abréviation WS pour des cours qui démarrent donc au semestre d'hiver, et des cours qui démarrent donc au semestre d'été sont abrégés summer semester. Donc, c'est une semestrialisation effective, ce qui est un peu différent de ce qui se passe en France. Donc, quand vous allez vous informer, vous verrez que certains cours peuvent commencer donc, au semestre d'été et d'autres au semestre d'hiver. Pour les diplômes délivrés donc, par ces universités, ils sont bâtis sur le schéma européen. Donc, on a maintenant le bachelor, le master et le doctorat, comme dans tous les pays européens. Et un diplôme qui s'appelle, plutôt un titre qui s'appelle, qui est attribué après les Staatsexamen, qui sont des examens d'État que l'on est obligé d'avoir, donc pour des professions réglementées, comme les avocats, comme les notaires, ou pour les cadres, là je vois qu'il y a une petite faute d'orthographe, pour les cadres de la fonction publique. Donc ce Staatsexamen peut faire suite donc, ou se préparer en même temps que le master ou après donc un master. Une caractéristique de l'enseignement supérieur allemand aussi, c'est qu'il n'y a pas de frais de scolarité pour les établissements publics. Alors, vous pouvez payer quelques frais administratifs, mais qui sont de l'ordre de 60-70 €. Et vous devrez payer éventuellement une assurance sociale si vous n'avez pas la sécurité sociale française. Donc, voilà pour les frais. Si vous souhaitez donc vous renseigner sur le classement, sur la réputation d'une université, donc vous allez retrouver donc, sur le site du journal Zeit le classement, donc le rankingsite.de, qui vous donnera donc le classement des universités par matière. Alors pour les bourses, bon là je vous ai mis le principal fournisseur de bourses qui a déjà été évoqué par ma collègue tout à l'heure, qui est le DAAD. Et vous trouvez beaucoup d'informations sur le DAAD France, donc vous avez donc toutes les bourses possibles qui sont attribuées donc grâce au DAAD. Alors sachez que plus vous avancerez dans les études, plus les opportunités de bourse vont être importantes. Si vous démarrez des études en Allemagne, il y a très peu de bourses qui vous seront offertes. Si vous êtes boursier français, vous pouvez éventuellement demander à garder la bourse du Crous pour pouvoir faire vos études en Allemagne, mais ça ne se fait pas de façon systématique. Et sachez que par rapport aux exigences linguistiques, là aussi, il n'y a pas une règle commune à tous les établissements, c'est très variable. Donc, certains établissements vont vous demander d'avoir le niveau C1 par rapport au cadre européen de reconnaissance des niveaux de langue, et d'autres vous demanderont le niveau B2, et voire parfois, on ne demandera même pas donc, des connaissances certifiées, mais on part du principe que si vous souhaitez faire des études en Allemagne, vous êtes à l'aise dans la langue allemande, à l'écrit et à l'oral. Donc, des exigences très variables en fonction de l'université, de la discipline que vous voulez étudier, et donc se renseigner au cas par cas pour savoir donc, ce qui est exigé.
Alors, pour en revenir à l'université, donc à la formation plus académique, donc l'éventail de disciplines est très large. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que selon les landes, on va trouver des intitulés différents, vous allez pouvoir trouver donc des formations beaucoup plus pointues en bachelor, par exemple, que ce que vous avez en France au niveau des intitulés. Donc là aussi, il faut du temps pour regarder, mais on trouve un éventail vraiment très vaste de propositions. La part importante donc, dans l'université allemande est donnée à la recherche. Donc très tôt, les étudiants sont poussés à faire par eux-mêmes des travaux de recherche. Bon, bien sûr, pas comme ce qu'ils vont faire au niveau du doctorat, mais très tôt dans les études allemandes, les étudiants sont amenés à faire de la recherche et à faire du travail en autonomie. Donc, pour entrer dans les différentes universités allemandes, je vais vous montrer tout à l'heure comment on y rentre, mais là aussi, pas de procédure unique comme chez nous à travers une plateforme comme Parcoursup ou comme chez les Britanniques où vous passez par la plateforme UCAS. En Allemagne, ça va être différent selon ce que vous voulez étudier et selon l'endroit où vous voulez étudier. Donc, les universités, il y en a environ 120, je crois. Et beaucoup de possibilités de faire ce qu'ils appellent des combi-bachelors, c'est-à-dire des parcours qui peuvent soit allier deux disciplines différentes, soit allier des parcours trinationaux, donc des parcours internationaux. Donc pour tout ce qui est parcours internationaux, je renvoie également sur le site du DAAD, en particulier donc, sur les programmes internationaux, ils sont tous décrits en langue anglaise, mais on peut choisir donc, la langue majoritaire dans le programme préparé et en cliquant donc autre chose que l'anglais et l'allemand, vous allez trouver des cursus en langue française. Voilà. Alors, je vous ai mis également sur la partie gauche de l'écran une revue qui existe, donc, qui permet de choisir des études qui s'appelle studienwahl.de. Et donc, ça, c'est vraiment toute l'offre de formation dans les universités allemandes. Alors, pour les universités en sciences appliquées, donc, je vous ai dit qu'elles étaient de création plus récente que les autres et en lien direct avec les territoires et leurs entreprises. Donc, vous avez des enseignants qui interviennent, donc, qui sont des personnes qui travaillent dans les entreprises. Il y a bien sûr des cours académiques, mais vous avez donc des professionnels qui viennent dans ces universités. Là, contrairement à tout à l'heure où on faisait du travail de recherche, ici, le travail, c'est des petits groupes sur des sciences appliquées. Donc, on travaille sur des projets en lien avec les entreprises du territoire. Alors, elles sont un petit peu plus nombreuses, les universités en sciences appliquées, que les universités générales. Donc, il y en a 200, je crois que c'est autour de 206. Et on y fait beaucoup de stages, beaucoup plus qu'à l'université, toujours parce qu'elles sont liées directement donc, à l'environnement économique. Et très souvent, pour y rentrer, on demande un stage de 3 mois. Donc là aussi, il faut se renseigner donc, avant si vous souhaitez intégrer ces études. Alors, sont listés à gauche tous les domaines donc, que l'on peut faire dans ces universités de sciences appliquées. Vous voyez que c'est assez vaste. Donc, c'est à la fois des formations scientifiques, des formations économiques, sociales. Du domaine de la santé, ça peut être des maths appliquées, de l'architecture, de la traduction, etc. Donc, quelque chose de très, très varié et donc beaucoup plus pointu au niveau donc, des formations, puisque c'est des sciences appliquées. Voilà. Alors, pour les inscriptions en première année dans ces différentes universités, 2 cas de figure peuvent se présenter. Soit l'inscription est en accès libre, et à ce moment-là, donc, vous contactez l'université qui vous intéresse et vous suivez les modalités qu'il y a sur leur site web. En général, on commence par ça. Soit le recrutement se fait parce qu'il y a un numerus clausus, donc, et ce numerus clausus, là aussi, peut être soit une sélection locale, donc du land, de l'endroit où vous voulez aller, soit une sélection nationale. Alors, le numerus clausus se décline donc pour certaines universités ou pour certaines universités en sciences appliquées. On peut le retrouver dans les deux filières. Et les critères de sélection donc, sont là très variables. Ça peut être des notes dans certaines matières. Par exemple, si vous voulez faire des études de médecine, ben, on va regarder beaucoup plus, selon les universités, là aussi, toutes les matières ne sont pas similaires, mais on retrouvera donc les matières importantes comme la biologie, la chimie, donc qui sont des notes qui vont être valorisées dans la sélection. On va regarder les moyennes obtenues au bac. On peut également regarder le temps d'attente écoulé. Ça veut dire que vous pouvez postuler une première fois dans une université de médecine, par exemple. Si vous n'êtes pas pris la première fois et que vous allez faire une autre formation en attendant, eh bien, vous aurez un bonus qui est lié à ce temps d'attente écoulé. Et on vous donnera également des bonus si vous avez fait des diplômes antérieurs.
L'Allemagne est un pays qui met beaucoup l'accent sur l'apprentissage. Donc, quelqu'un qui a par exemple fait une formation par alternance, tout à l'heure je vous ai parlé des formations dans des écoles professionnelles, et quelqu'un qui aurait fait une formation dans cette école professionnelle, avant de revenir et de retenter donc sa chance pour entrer dans une filière universitaire, va bénéficier donc de points, de bonus, pour pouvoir donc revenir et retenter sa chance pour entrer donc à l'université. Et puis, on va trouver certaines formations spécifiques où on va vous demander de passer des tests. Et c'est particulièrement le cas dans les formations artistiques. Voilà. Alors, par rapport à la sélection locale, globalement, ça n'existe pas dans toutes les matières. Il faudra vérifier si vous êtes intéressé par les études de droit, de psychologie, de chimie, de biologie. Ces formations-là sont sélectives donc, au niveau du land, mais pas dans tous les lands. C'est surtout dans les lands, je dirais les lands du Sud, les lands de l'ex-Allemagne de l'Ouest, si vous voulez. La sélection est moins importante dans les universités de l'Allemagne, ex-Allemagne de l'Est. Voilà. Pour les sélections nationales, donc là, on va retrouver une sélection pour des études de médecine, de dentaire, de vétérinaire et de pharmacie. Et là, donc, l'inscription se fait obligatoirement à travers le site qui est indiqué ici, qui s'appelle hochschulstart.de, où là, on vous décrit tout ce qu'il faut faire donc, pour passer cette sélection nationale pour entrer dans ces différentes filières. Et sur ce site, on vous détaille donc ce que je vous ai indiqué tout à l'heure sur les matières qui vont servir à la sélection, donc pour chaque université de médecine, pour chaque université de pharmacie, etc. On va vous indiquer les matières qui sont importantes donc, pour y rentrer et les modalités d'intégration pour chaque filière. Alors sinon, pour les inscriptions, cette fois, quand vous voulez vous inscrire donc, dans une université en accès libre, soit vous faites toutes les démarches tout seul, vous prenez contact avec l'université, vous remplissez les papiers et vous vous inscrivez directement donc, auprès de l'établissement. Sinon, l'Allemagne a mis en place un système, donc les universités, au lieu de gérer ça toutes seules, elles font appel à un service qui s'appelle UniAssist. Et là, donc l'inscription se fait via ce service. Et vous pouvez, c'est un service qui est payant. C'est pas très onéreux, c'est 70 € pour la première demande. Et ensuite, si vous demandez d'autres universités, c'est 30 € par établissement supplémentaire. Et c'est eux qui s'occupent de toutes les démarches. Donc voilà, ça c'est, vous avez le choix donc, entre vous débrouiller tout seul ou demander à UniAssist de vous assister dans vos démarches d'inscription. Alors voilà, UniAssist, ça se présente comme ça, et il y a donc plus de 180 établissements, donc universités et universités de sciences appliquées, qui ont demandé donc à UniAssist de faire les inscriptions à leur place. Voilà. Et dans tous les cas, à un moment, il faudra que vous fassiez appel, donc il faudra prendre contact avec le bureau des admissions, là je l'ai marqué en allemand, dans chaque établissement, donc au moment où vous souhaitez vous inscrire, donc à la fin de la procédure. Alors, le calendrier, il va être variable selon donc, que votre cours va démarrer en semestre d'hiver ou en semestre d'été. Donc, majoritairement, les cours démarrent au semestre d'hiver, un petit peu calés sur la même chose que chez nous. Hein. Mais un certain nombre peuvent quand même démarrer en été. Donc, pour ceux qui démarrent en hiver, donc en gros, des cours qui vont démarrer en septembre, il faut s'inscrire, donc il faut avoir terminé toutes les démarches d'inscription pour le 15 juillet qui précède donc septembre où vous allez faire vos études. Ensuite, pour ceux qui souhaiteraient rentrer en semestre d'été qui démarre en fait après les vacances de Noël, hein, qui démarre en février, et donc là, il faut s'inscrire avant le 15 janvier. Voilà. Et attention, pour certaines formations sélectives, il y a des dates de test qui ont lieu bien avant ces dates-là, et donc il ne faut pas les rater. Alors, pour vous informer, pour chercher de l'information sur toutes ces études, les procédures, etc., donc un site Studienwahl qui est très très bien. Donc là, ça n'existe plus en français. Il y a quelques années, il y avait une page en français qui expliquait comment ça marche. Là, je vous ai mis donc l'entrée du portail en anglais. Donc, vous pouvez le trouver donc à partir d'un mot-clé. Et ensuite, vous avez donc des informations générales sur la vie universitaire, donc des thématiques tous les mois. Donc, vous pouvez aller voir comment ça se présente. Un autre site qui est très bien fait, c'est le site de la conférence des recteurs allemande qui s'appelle Hochschulkompass, où là, vous pouvez choisir donc soit par diplôme, soit par matière, soit par matière principale, et donc par bachelor ou par master.
les différentes formes d'apprentissage. Et vous avez là toute la formation, toute l'offre de formation de l'enseignement supérieur allemand. Avec Promotion, c'est les doctorats. Hein. Et quelque chose dont je vous ai déjà parlé, le programme du DAAD sur tous les programmes internationaux. Donc en Allemagne, il y en a quand même plus de 2000. Et donc là, on peut choisir soit par matière, soit par langage, soit par grand domaine d'études. Donc ces 3 sites sont vraiment des mines au niveau de l'information. Vous trouvez également des statistiques de réussite et d'insertion professionnelle par diplôme sur le site Studienwahl, le premier que je vous ai montré. Alors, pour les tests de langue allemande, puisque parfois, donc, ils sont quand même demandés, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, vous pouvez les retrouver sur le site Euroguidance. Un test que vous pouvez préparer en France avant de partir, qui s'appelle le test DAF. DAF, ça signifie Deutsch als Fremdsprache. Et donc là, il faut obtenir un niveau B2 au C1, donc à ce test pour pouvoir intégrer les universités. Sinon, un test qui est beaucoup plus ancien, qui est organisé directement par les universités, qui s'appelle le DSH, Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Donc, c'est pour les étudiants étrangers. Les étudiants qui passent ce test et qui ne réussissent pas peuvent passer ensuite soit 6 mois, soit un trimestre pour se perfectionner, en particulier dans le vocabulaire donc de la discipline qui est choisie, et ensuite intégrer l'université donc, où ils auront déjà passé ce test. Donc, c'est un test qui peut être intéressant, mais celui-ci se fait en Allemagne auprès de l'université que l'on veut intégrer. Si vous avez le premier, vous pouvez être dispensé du second donc, dans les universités. Et sinon, vous avez d'autres diplômes qui sont les certificats et les tests de langue du Goethe-Institut. Alors, le Goethe-Institut, c'est comme l'Alliance française, certificat avant de partir. Et là aussi, en fonction donc, de ce qui vous est demandé, soit vous faites un test du Goethe de niveau B2 ou de niveau C1 si c'est celui qui est requis. Un dernier site qui peut être intéressant pour les étudiants qui partent en solo, même pour les autres, c'est le site du Studentenwerk, qui est l'équivalent du Crous allemand. Et donc, le Studentenwerk est présent dans toutes les villes universitaires et on peut les contacter donc à la fois pour l'hébergement, donc soit en cité universitaire, mais quelque chose qui est très développé en Allemagne et encore plus qu'en France, c'est la colocation. Et le Studentenwerk gère énormément d'offres de colocation donc étudiantes. Voilà. Et puis, j'en ai fini pour ma présentation. Et puis, donc, je vous dis bienvenue en Allemagne, hein, bien que je ne sois pas en Allemagne, mais les étudiants allemands, en Allemagne, les étudiants étrangers sont bienvenus. Et c'est quand même un pays multiculturel et où vous serez les bienvenus. Voilà. Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir proposé d'intervenir lors de cette conférence d'Euroguidance. Alors moi, je vais plus m'orienter vers les possibilités de mobilité institutionnelle en Allemagne, c'est-à-dire les programmes d'échange dans le cadre de cursus. Je vais notamment diviser ma présentation plutôt en 3. Je vais parler dans un premier temps des doubles diplômes soutenus par l'université franco-allemande ou pas forcément. Il y en a aussi qui existent, qui ne sont pas soutenus par l'UFA. Dans un deuxième temps, je vais parler des mobilités institutionnelles classiques. Donc, on parle d'Erasmus, on parle aussi de certains programmes du DAAD et également de certains programmes d'assistants de langue de France Éducation internationale ex-CIEP. Et dans un troisième temps, je vais plutôt me focaliser sur ce qui se passe à l'université de Strasbourg, parce que je suis chargé de mission à l'insertion professionnelle franco-allemande à Strasbourg, et c'est vrai que dans le cadre de la coopération transfrontalière surtout, il y a aussi des programmes de mobilité assez particuliers qu'on ne retrouve pas forcément à Paris ou dans d'autres régions de France. Alors, je n'ai pas préparé de présentation, évidemment, donc j'espère que je vais être assez cohérent dans mon discours oral, mais vous venez d'entendre le son d'une vidéo sur les possibilités de diplôme, de double diplôme franco-allemand. Donc, pour resituer un petit peu dans le contexte, l'université franco-allemande a été créée à la fin des années 90. Ce n'est pas une université, en fait, c'est un groupe universitaire. Il y en a presque 200 en France et en Allemagne, avec plusieurs milliers d'étudiants, aux alentours de 6 000, 7 000 étudiants, je crois, avec quelques centaines de doctorants. Et cette UFA soutient des programmes, des doubles diplômes franco-allemands. C'est-à-dire que vous prenez l'exemple d'une licence, donc une licence à 6 semestres, et là, vous allez avoir un certain nombre de semestres que vous allez passer dans une université partenaire. Si vous êtes en France, par exemple, vous allez passer un certain nombre de semestres, 2 ou 3, dans une université allemande. Donc chaque université, en fait, a un programme, a une université partenaire en Allemagne. On ne va pas citer les exemples parce qu'il y en a énormément. De toute manière, vous pouvez aussi vous renseigner sur le site de l'UFA pour toute information. Il y a vraiment la liste des programmes.
Et ce qui est bien, effectivement, c'est que, comme l'a rappelé Madame Boscato, on peut avoir deux diplômes à la fin, et en termes de compétences linguistiques et interculturelles, on est vraiment très bien placé. Il y a une étude notamment qui a été faite par l'UFA en début d'année. En fait, c'est un sondage qu'on a proposé aux anciens étudiants de double cursus franco-allemand, et qui montrait que la très grande majorité des alumni, donc des alumni des doubles diplômes franco-allemands, avaient développé des grosses capacités linguistiques et interculturelles, mais également des capacités et des compétences qu'on retrouve sur le marché allemand, enfin qu'on adore retrouver sur le marché allemand, notamment tout ce qui est autonomie, tout ce qui est esprit critique et tout ce qui est aussi prise de décision. Alors évidemment, ça joue aussi un rôle dans l'insertion professionnelle en tant que telle, même si ça dépend des différents cursus, hein, parce que les doubles diplômes franco-allemands ne sont pas cantonnés forcément à certaines facultés. Alors, on peut faire un double diplôme en mathématiques, en informatique, ce sont même les doubles diplômes qui ont le plus de facilité, entre guillemets, à trouver facilement de l'emploi, mais également dans tout ce qui est humanité, sciences économiques, juridiques, etc. Donc, je vous invite à consulter l'article de l'étudiant qui a été rédigé cette année avec toutes les informations sur ce sondage, et également d'autres informations plus générales sur l'université franco-allemande. Ensuite, il y a, je pense que vous connaissez tous, les programmes plus institutionnels. Donc là, on est sur notamment Erasmus+. Donc Erasmus+, ça a été créé dans les années 80, hein, c'est un programme vraiment de l'Union européenne. L'argent est alloué à Erasmus est attribué tous les 7 ans dans le cadre du budget européen, hein, dont les cadres durent 7 ans. Donc là, cette année, on est en plein dedans. Et bonne nouvelle, l'enveloppe budgétaire allouée à Erasmus+, semble avoir augmenté. On est passé de environ 14 à 16 milliards d'euros pour 7 ans. Donc c'est déjà assez positif, hein, parce que c'est vrai que 14 à 16 milliards d'euros sur un budget d'environ 1000 milliards d'euros, ça ne peut pas paraître énorme. Donc c'est pour ça que si on est sur une tendance plutôt à l'augmentation, c'est plutôt bon signe. Et donc ça permet à plus de personnes de faire une mobilité Erasmus à l'étranger. Donc là, en ce qui me concerne, entre la France et l'Allemagne, c'est vrai qu'il y a moins d'étudiants français qui choisissent de faire une mobilité vers l'Allemagne par rapport à ce qu'on a au Royaume-Uni et en Espagne. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose, dans la mesure où quand on fait un dossier Erasmus+ pour l'Allemagne, souvent on a de très bonnes chances d'avoir ses premiers choix. Parce qu'il y a peut-être moins de concurrence, il y a peut-être moins aussi de prérequis linguistiques, on va en reparler, mais il y a tout un dossier qui est demandé avec des compétences linguistiques spécifiques, mais justement le fait qu'il y ait moins de concurrence, ça permet d'avoir les choix qu'on veut, et vraiment de vivre une superbe expérience en Allemagne, donc 1 ou 2 semestres. Alors justement par rapport au dossier, hein, mais je pense que certains d'entre vous le savent déjà, c'est un dossier quand même assez conséquent, donc il faut s'y prendre quand même plusieurs mois à l'avance. Moi, j'ai déjà fait Erasmus, hein, donc c'est aussi mon expérience personnelle qui parle. Je suis parti au mois de mars, et de mars de 2016 pour le coup, et j'ai dûu commencer à faire mon dossier à l'été 2015. Donc voilà, ça implique quand même une certaine prise de décision en amont. Donc voilà, il y a différents documents qu'on doit présenter. Pour les prérequis linguistiques, comme je l'ai dit, dû à la faible concurrence au final, un niveau B1 par exemple peut suffire, mais dans les faits, on peut même aller en deçà, étant donné que une majorité des cours parfois peuvent aussi se dérouler dans une autre langue, en l'occurrence l'anglais. Donc on est au final plutôt libre. Et encore une fois, ce qui est important aussi, c'est pas tant uniquement les cours qu'on suit en Allemagne, mais également tout ce qui est aspect de la vie en Allemagne, c'est-à-dire de découvrir une autre culture, de maîtriser une autre langue et de rencontrer d'autres personnes. Donc ça, c'est pour Erasmus+, qui est quand même assez iconique, hein, je pense que tout le monde connaît ce programme. Important aussi, Erasmus+, c'est pas uniquement la possibilité de faire un échange, hein, c'est aussi la possibilité de recevoir une bourse. Donc avec Erasmus, on a des bourses qui peuvent se monter à plusieurs centaines d'euros par mois, mais dont le versement est un petit peu particulier parce qu'on reçoit la bourse antérieurement au départ et à l'issue du retour. On n'est pas sur une base mensuelle, mais bien sur 2 versements distincts. Et une dernière chose qui peut être intéressante, notamment pour les Master 2, qui veulent faire un stage à l'étranger, Erasmus+ finance également des bourses pour les stages. Donc là, pareil, on est sur un montant de plusieurs centaines d'euros mensuels. Et donc là, pareil, il faut faire un dossier quand même assez en amont pour demander cette bourse. Alors, comme Madame Boscato l'a dit, il y a également le DAAD, hein, donc le Deutscher Akademischer Austauschdienst, donc l'Office allemand des échanges académiques, qui soutient aussi de nombreux programmes.
Donc, notamment pour les études de langue, donc de LLCER, ça peut être intéressant de faire des séjours d'un ou de plusieurs semestres en Allemagne. Là, pareil, c'est une mobilité plutôt individuelle, c'est pour ça que je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est intéressant aussi de consulter le site du DAAD. Et enfin, je me suis permis de rajouter une troisième catégorie, qui sont les programmes d'assistants de langue de France Éducation Internationale. Donc, avant, ça s'appelait le CIEP. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'année de césure en tant que telle est de plus en plus reconnue par les universités comme étant partie intégrante du cursus, ce qui n'était pas le cas à l'époque où je l'ai fait, par exemple. Bon, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais l'année de césure se développe de plus en plus, en particulier entre la licence et le master. Donc, une année en tant qu'assistant de langue, c'est très intéressant. D'une part, pour vivre une expérience à l'étranger qui dure 1 an, parce qu'on est sur une année scolaire. D'autre part, pour améliorer son niveau de langue. Et enfin, aussi pour réfléchir, si par exemple, on n'a pas forcément d'idée à l'issue de la licence de déboucher en master, ça nous permet d'avoir une année durant laquelle on fait des choses très intéressantes pour aussi réfléchir sur les perspectives de diplôme en master après. Donc les programmes d'assistant de langue, c'est très simple. En fait, vous allez être assistant de français dans une structure scolaire allemande, donc aussi bien une Grundschule, une Realschule, Hauptschule, Oberschule, enfin, comme disait Madame Boscato, hein, l'éducation est aussi la compétence de chaque land, donc chaque école est aussi plus ou moins spécifique à chaque land. Donc vous allez être affecté dans une école, un établissement scolaire en Allemagne, pardon, et pendant toute l'année scolaire, vous allez enseigner la langue française, plutôt sous un angle culturel et linguistique. Enfin, en tout cas, c'est assez différent de ce qu'est un prof d'allemand, un prof de français en Allemagne classique. C'est vraiment un complément de l'éducation et de l'apprentissage de la langue française faite aux élèves. Donc là, pareil, c'est un dossier assez en amont dont tous les prérequis sont aussi à retrouver sur le site de France Éducation Internationale. Je ne sais pas si Manon a une question. Je me permets de vous interrompre. Simplement, il y a une question sur le chat. Peut-on envisager d'être assistant de langue sans envisager de devenir enseignant? La réponse est oui. Vous me regardez. Voilà. Je ne suis pas enseignant. Je n'ai jamais voulu devenir enseignant et pourtant j'ai fait ce programme pour tout un tas de raisons. Hein. Comme je les ai évoquées, c'est aussi une manière de faire une année de césure pour réfléchir à ce qu'on veut faire après. C'est vrai que c'est de moins en moins courant de trouver un cursus universitaire en 5 ans, c'est-à-dire avoir le bac à 18 ans et être diplômé à 23 ans. Il y a de plus en plus de gens qui choisissent justement de faire des périodes de césure pour aller à l'étranger et pour travailler. Donc, au-delà du fait de devenir enseignant, parce que c'est vrai que quand on regarde une promotion d'assistant de langue, alors en Allemagne, il y a 220 postes, jamais ces 220 postes ne sont remplis. C'est pour ça aussi que souvent, quand on choisit, quand on souhaite faire une période d'assistant de langue en Allemagne, très souvent, vous avez non seulement la place, mais également le lieu d'affectation que vous souhaitez. Donc, la plupart d'entre eux, oui, souhaitent devenir étudiants, mais c'est pas du tout c'est pas du tout la totalité d'entre eux. Donc, ça permet d'avoir des bonnes compétences linguistiques, interculturelles, et voilà, aussi de réfléchir à ce qu'on veut faire plus tard. C'est assez intéressant. Moi, je ne peux que conseiller de faire ce programme, étant donné qu'on est également payé. Donc, aux dernières nouvelles, on était sur une gratification de 800 € par mois, non imposable évidemment, donc c'est 800 € qui sont entièrement mobilisables pour la vie de tous les jours, et c'est relativement suffisant. Ça dépend des villes évidemment. À Munich ou à Francfort, ce sera un peu plus ric-rac, si je puis me permettre l'expression, mais dans d'autres villes du nord de l'Allemagne ou de l'est de l'Allemagne, le coût de la vie étant moins élevé, 800 €, c'est quand même amplement suffisant. L'Autriche propose également ce type de programme. Alors, il y a beaucoup moins de places. De mémoire, il doit y en avoir 75, mais comme l'Autriche est beaucoup plus petit, le ratio est quand même assez similaire. Et là, on est quand même sur un salaire beaucoup plus élevé, 1 200 €, je crois. En même temps, le coût de la vie en Autriche est quand même assez supérieur à celui de l'Allemagne. Donc voici pour les mobilités institutionnelles classiques. Et enfin, je vais un petit peu me focaliser sur la région du Rhin supérieur, la région de Strasbourg, en commençant notamment par EUCOR, le campus européen. Donc, très rapidement, l'Université de Strasbourg avec 4 autres universités, donc l'Université de Haute-Alsace, l'Université de Bâle, l'Université de Freiburg et le Karlsruhe Institut für Technologie, sont 5 campus qui coopèrent très étroitement dans le cadre de CORE, c'est-à-dire un groupement européen de coopération territoriale. En gros, c'est vraiment une structure juridique qui permet les échanges de manière très intégrée entre ces cursus. Alors, il y a non seulement les mobilités classiques comme Erasmus, les mobilités au semestre, mais l'avantage et l'originalité de CORE, c'est également de proposer des mobilités dites libres, c'est-à-dire, en gros, vous allez être, par exemple, en licence, et vous allez suivre un certain nombre de cours de manière assez ponctuelle dans une université partenaire. Je prends l'exemple, par exemple,
d'une étudiante en licence d'études germaniques. Et au lieu de passer un semestre à l'université de Bâle, eh ben, cet étudiant va peut-être une fois par semaine aller à Bâle, voilà, c'est 1 h 15 en TER, a priori c'est pas beaucoup, pour suivre un cours dans la semaine dans cette université. Donc non seulement ça permet à un public qui n'est peut-être pas prêt de faire une mobilité au semestre, hein, parce que psychologiquement, je conçois tout à fait que ça peut être aussi compliqué, bah, quand même de découvrir une autre manière d'enseigner, une autre culture, et de se perfectionner également en langue. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Toutefois, ce n'est pas possible de faire ce type de mobilité si on n'est pas étudiant d'un cursus sur un campus de Corps. Donc en France, de Strasbourg ou de l'UHA, l'Université de Haute-Alsace. Et enfin, la dernière chose auquel je voulais faire référence, c'est également ce qu'on appelle l'apprentissage transfrontalier. Alors c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est pas vraiment une mobilité institutionnelle. Toutefois, c'est l'une des originalités de notre région, de Strasbourg, mais également de toute la frontière franco-allemande. En gros, il est possible d'être étudiant dans une université française en alternance et de réaliser sa période en entreprise dans une entreprise allemande. Voilà, il y a des conventions qui ont été signées, hein, une convention de 2013 entre les régions qui faisaient avant le Grand Est et les Bundesländer allemands. Donc, il y a une convention qui a été signée pour permettre cela. Alors, c'est extrêmement intéressant d'une part parce que, comme Madame Boscato l'a dit, l'enseignement, voilà, l'alternance, c'est aussi un gros pourvoyeur d'emploi. Hein. C'est l'une des raisons pour laquelle l'Allemagne, mais également la Suisse, ont un niveau de chômage particulièrement bas. Hein. C'est vraiment cette formation duale. Voilà, enfin, c'est quelque chose de très intéressant à considérer. Toutefois, je mettrai un gros bémol cette année parce que, d'une part, avec la réforme de la formation professionnelle en France, il y a un vide juridique concernant le financement. Avant, c'était les régions, notamment la région Grand Est, qui finançait ces formations. Depuis la réforme, ce n'est plus le cas. C'est l'État qui a récupéré le financement. Et c'est vrai que la formation, l'apprentissage transfrontalier, c'est quand même une niche. Donc, on n'a pas forcément pensé aux quelques centaines de personnes y bénéficiant. Et d'autre part, bah, c'est par rapport aux considérations sanitaires et aux incertitudes liées à la Covid et au fait que la frontière franco-allemande a été fermée pendant 3 mois. Donc, cette année, c'est un petit peu hypothéqué. Toutefois, l'accord cadre n'a pas été dénoncé par aucune partie. Hein. Donc, théoriquement, c'est toujours possible de faire ce type d'alternance et surtout de se renseigner sur notamment le site Réussir sans frontières, qui est un site internet qui donne beaucoup d'informations sur tout ce qui est insertion professionnelle franco-allemande, sur mobilité transfrontalière, etc. Voilà, enfin, et au final, dernière petite chose peut-être avant de répondre aux questions, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, n'hésitez surtout pas à consulter une brochure très intéressante qui est dite Allemagne Diplomatie, donc anciennement CIDAL, alors je ne sais pas si on peut mettre le lien dans le chat, hein, mais qui vraiment résume et qui récapitule toutes les possibilités de mobilité dans un cadre professionnel, donc surtout dans un cadre de stage ou de mobilité extra-universitaire. Donc ça peut être également intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent ce soir, parce qu'il y a énormément de programmes, même dans un cadre extra-universitaire. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas étudiant qu'on ne peut pas avoir accès à des programmes d'échange et à des stages à l'étranger, surtout à des programmes de financement, de support financier. Et enfin, le site de l'OFAGE est extrêmement intéressant, d'une part parce qu'ils ont énormément de programmes de mobilité, pas que pour les enfants, pas que pour les adolescents, mais également pour toutes celles et ceux qui sont plus ou moins éloignés des études. Donc là, pareil, je vous renvoie vers... merci Mme Boscato pour le lien vers la brochure, hein, qui est également disponible en PDF. Donc je vous renvoie vers ces 2 ressources qui sont vraiment très intéressantes et assez exhaustives pour continuer vos recherches de mobilité, mobilité très variée. Donc voilà, je me permets de rendre la parole à Manon. Merci encore une fois de m'avoir proposé cet échange. Donc si vous avez des questions, il n'y a absolument aucun problème. Alors, il y a eu une question d'Anouk. ECOR concerne-t-il tous les enseignements de chacune des universités? Alors, théoriquement, oui. C'est vrai que il faut aussi voir au cas par cas, en fonction des composantes et des secrétariats. Mais théoriquement, oui, tous les étudiants sont éligibles, entre guillemets. Hein. Les campus ECOR, c'est quand même presque 120 000 étudiants. Donc tous ces étudiants sont potentiellement concernés par le type de mobilité, en particulier mobilité libre, parce que c'est quand même ça qui est intéressant dans le cadre de corps. Voilà.
Très bien. Ben, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Donc c'est vrai que l'Université de Strasbourg a des particularismes de ce côté-là, mais en tout cas, sachez que quel que soit sur le territoire, si vous avez envie de partir en mobilité plutôt institutionnelle, vous avez quand même différentes possibilités, comme l'a présenté Théo Boucard. À la fois Erasmus+, toutes les universités françaises vont avoir des accords avec des universités allemandes, les doubles diplômes qui sont quand même très nombreux sur l'ensemble du territoire français. Et puis, effectivement, tout ce programme d'assistant en langue qui est ouvert partout. Donc, Justement, il me semble qu'il y a une question sur le programme. Alors, Johanna me demande si on peut être assistant de langue à tout point durant son cursus. Je dirais oui et non, parce que le programme d'assistant est ouvert à toute personne entre 20 et 35 ans. Alors après, on peut évidemment être assistant de langue à 19 ans, hein, si on a 20 ans au cours de l'année, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai déjà vu en tout cas. Quand on a 45 ans et qu'on est étudiant, c'est, je pense, un peu plus compliqué. Donc entre 20 et 35 ans, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vu des personnes en BUT le faire, j'ai vu des personnes en Master 2, qui avaient déjà leur diplôme de Master 2. C'est vrai que la majorité des gens le font plutôt entre la licence et le Master. Parce que c'est, en France, l'année de césure la plus courante. Ah oui, effectivement, bon, le programme n'existe pas qu'avec l'Allemagne, hein, le programme d'assistant en langue, et chaque pays va avoir ses conditions. Certains pays vont permettre à des étudiants dès la deuxième année de licence de participer au programme. D'autres demanderont uniquement des étudiants de L3 ou de master. C'est pareil en termes d'origine, dans quel domaine on se forme. Certains pays vont uniquement demander à ce que les étudiants soient des étudiants en langue ou en français langue étrangère. D'autres vont être plus ouverts. Donc, effectivement, voilà, pour l'Allemagne, on va quand même retrouver majoritairement des jeunes qui partent à partir de la L3. C'est ça. Alors, il y a eu également des questions, une question précise, notamment sur les études de sage-femme, de maïeutique. Alors, on ne va pas forcément répondre durant cette séquence à l'ensemble des questions précises sur certains cursus, parce que sinon, on en aurait pour la nuit, je pense, parce qu'effectivement, il va y avoir des particularités selon les cursus. On vous a mis le lien. Donc, ça fait partie des différentes pages sur le site Euroguidance France. Lorsque vous allez dans la partie concernant les études supérieures en Allemagne, en bas de page, après le descriptif de comment fonctionne de manière générale l'enseignement supérieur allemand, vous allez avoir des pages spécifiques qui concernent des domaines, notamment dans le domaine du paramédical et du médical, puisque ce sont des questions qui nous sont souvent posées, donc notamment la kinésithérapie, vétérinaire, etc. Donc, je vous invite, si vous avez des projets précis, à aller consulter ces pages. Encore une fois, n'hésitez pas aussi à aller voir ces visioconférences du réseau Abibac qui vont traiter d'un certain nombre de thématiques qui peuvent vous intéresser. Et sinon, n'hésitez pas aussi à nous contacter, nous, directement, soit effectivement par mail, soit par le site internet, soit en prenant rendez-vous auprès des différents centres Euroguidance, donc de Lille, de Lyon, de Strasbourg, de Marseille. Vous retrouverez les coordonnées sur le site Euroguidance. Donc, vous pouvez prendre des rendez-vous téléphoniques ou en présentiel. Donc, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas. Nous avons aussi une question de Caroline. Est-ce possible de partir étudier en Allemagne à 17 ans la médecine? Oui, à partir du moment où vous êtes titulaire du baccalauréat ou diplôme de fin d'études secondaires, vous avez tout à fait la possibilité à 17 ans de partir étudier en Europe. Alors, on vous demandera peut-être une autorisation puisque vous n'êtes pas majeur au moment de l'inscription. Voilà, c'est... Ensuite, j'avais une question assez globale. Est-ce que la certification en allemand fait partie intégrante du dossier? Car je ne trouve la réponse nulle part. Donc, effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas de règles. Les universités vont l'imposer ou non au départ. Donc, c'est bien sur les modalités d'admission sur les sites des universités que vous retrouverez l'information de est-ce qu'il faut avoir attesté son niveau de langue au préalable ou si vous pouvez le faire une fois sur place. Voilà.
Enfin, encore une question, faut-il avoir un Abibac pour profiter du réseau Abibac? A priori, ces visioconférences, non, hein, elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Vous aurez probablement accès sur inscription à ces conférences, même si vous n'êtes pas en Abibac. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Dans tous les cas, je remercie les intervenants d'avoir participé à cette séance. Nous en avons une sur les études supérieures au Québec le 10 décembre prochain. Et comme je l'ai annoncé en début de séance, nous mettrons la suite du programme de l'année 2021 sur notre site très prochainement. Et nous organiserons notamment dans le cadre de la journée franco-allemande du 22 janvier une rencontre avec des étudiants qui sont actuellement en Allemagne ou qui sont revenus d'une période de mobilité en Allemagne, qui viendront témoigner et auxquels vous pourrez poser vos questions directement en visioconférence. Sinon, il est toujours possible aussi de poser une question sur le site Euroguidance si vous souhaitez donc avoir une réponse précise comme celle qui a été posée sur les écoles de sages-femmes. Et donc, on vous répond individuellement. Voilà. La mobilité en Allemagne, avec la présence du coup de 3 témoins. Nous avons Amandine Delmas, nous avons Daphné Vallière et Georges Baum qui seront présents pour témoigner de leur expérience de mobilité en Allemagne. Cette conférence fait partie d'un cycle de visioconférences que le réseau organise depuis la rentrée de septembre et continuera à organiser jusqu'au mois de mai pour le moment. Je pense que vous avez pu voir le programme sur le site Euroguidance sur lequel vous vous êtes connectés pour arriver à cette visioconférence. Donc, le réseau Euroguidance, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est un réseau qui a notamment pour objectif d'informer et promouvoir la mobilité en Europe et à l'international. Et c'est pour cela qu'on organise ce type d'événement. Alors, pourquoi un événement autour de témoignages de mobilité en Allemagne? Eh bien, pour 2 raisons principales. La première, c'est que la semaine dernière, c'était la journée franco-allemande, le 22 janvier précisément. Et dans ce cadre-là, eh bien, il y a un certain nombre de manifestations qui sont célébrées tout ce qui concerne la coopération franco-allemande. Alors, on n'a pas pu la faire ce jour-ci, mais voilà, à quelques jours de décalage. Et puis, nous avons eu une visioconférence au mois de novembre sur les études supérieures en Allemagne, où il avait manqué des témoins qui n'avaient pas pu venir en dernière minute. Et donc, nous avons promis, entre guillemets, qu'il y aurait une seconde session avec du coup, des témoignages de jeunes partis dans différents cadres en Allemagne. Je ne me suis pas présentée, je suis Manon d'Angèle et je travaille donc pour le réseau Euroguidance et précisément pour le centre ressources de Strasbourg. Donc, le réseau Euroguidance, c'est 4 centres ressources dans le domaine de l'éducation, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, pour partir du nord au sud. Donc, afin de rentrer réellement dans le vif du sujet, je vais proposer donc à Amandine de témoigner de ses expériences, parce que vous allez voir qu'elles sont multiples. Donc, bonjour Amandine et merci d'être présente. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci à Euroguidance de me permettre d'être là à cette visioconférence. Donc, effectivement, je vais vous parler de plusieurs mobilités. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Amandine Delmas, j'ai 24 ans. J'effectue actuellement un volontariat à l'Office franco-allemand pour la jeunesse à Berlin et j'ai fini mon Master 2 en droit. Donc, je vais revenir un petit peu sur mon cursus et mon parcours. Tout d'abord, donc, j'ai suivi un cursus bilingue dès les classes de maternelle. C'est pour ça que je pense que l'allemand est ancré depuis que je suis petite, en moi, en tout cas la langue. Et par contre, ça n'a pas été sans difficulté, notamment en 4e où j'avais des cours d'histoire en allemand et ça n'a pas été forcément facile, surtout que mes parents n'ont pas toujours pu m'aider vu qu'ils ne parlaient absolument pas la langue. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une professeure d'allemand qui a été formidable et qui nous a incités à partir en mobilité, et notamment avec le programme Brigitte Sauzet. Donc, c'est un échange avec une ou un correspondant pendant 3 mois. C'est possible pour les classes de 4e jusqu'aux classes de la première. Et donc, vous partez 3 mois en mobilité dans une famille, enfin dans la famille de votre correspondante ou correspondant. Et ensuite, ce dernier ou cette dernière vient également 3 mois dans votre famille. Pour moi, ça a été vraiment une super expérience. Ça m'a permis de
parler plus librement, d'être moins dans un cursus scolaire, même si j'allais en classe, bien sûr, en Allemagne, mais j'avais moins cette pression un peu de mes autres camarades où je sentais que parfois je faisais plus de fautes qu'eux, ou j'avais un moins bon accent allemand, donc j'osais moins parler en classe, alors que là, j'étais complètement immergée, j'avais un peu aussi pas le choix que de parler, mais ça m'a vraiment beaucoup aidée de savoir que je pouvais parler, faire des fautes, mais c'était pas grave, je me faisais comprendre et les autres me répondaient en retour, donc ça a été vraiment une super expérience. Je me suis très bien sentie dans ma famille, aussi dans la classe de ma correspondante. Et même si avec ma correspondante, on s'entendait bien, même si on n'était pas les meilleurs amis, mais ça s'est très bien passé. Et c'est vraiment là que je me suis dit, l'allemand, enfin tout ce que j'ai appris, ça me sert à quelque chose et il y a une finalité. Enfin, c'est vraiment super de pouvoir faire cette mobilité. Ensuite, j'ai passé mon bac et j'ai ensuite fait des études de droit à la faculté de Strasbourg. Et c'est à partir de la deuxième année que j'ai commencé à entendre parler du programme Erasmus+. Donc, c'est un programme qui est vraiment ouvert à tous, que je conseille, qui est super, mais qui est ouvert à tous dans le sens où il y a des subventions, et les subventions, les 3/4 des subventions sont données avant la mobilité, donc il n'y a vraiment pas de frais à avancer. Donc ça, c'est quelque chose qui est super. Et surtout, il y a également souvent des aides de la région, enfin de votre région, donc qui viennent compléter cette subvention. C'est vraiment un échange du coup qui est ouvert à tous. Moi, j'avais fait le choix de demander une mobilité donc en Allemagne et je suis partie 1 an dans la ville de Kiel. Donc c'est au nord de l'Allemagne, au-dessus d'Hambourg, presque à la frontière avec le Danemark, où j'ai découvert la pluie et le froid. Mais ça a été vraiment une très bonne expérience. Alors pour vous rassurer un petit peu sur les procédures, d'abord, donc effectivement, il y a un dossier à présenter pour pouvoir faire cet échange. Le dossier est assez conséquent, effectivement, il ne faut pas s'y prendre en dernière minute, mais il n'est pas du tout infaisable. Enfin, tout le monde peut le remplir, c'est vraiment pas très compliqué. Et surtout, vous avez des interlocuteurs, que ce soit en France ou une fois que vous êtes affecté donc, à un établissement universitaire, également dans cet établissement. Il n'y a vraiment eu aucun souci, on m'a toujours très bien aiguillée, on m'a aidé à bien valider toutes mes matières et à ce que ça se passe bien, parce que c'est pas toujours évident de s'y retrouver, on débarque, voilà, il faut parler. Et pour ce qui est du niveau de langue, donc pour ma part, donc la faculté de droit de Strasbourg demandait à ce qu'on ait un niveau de langue B2, mais c'est pas le cas de toutes les facultés. Vraiment, j'ai rencontré d'autres Français qui étaient aussi avec moi là pendant cette année Erasmus, qui eux n'avaient absolument pas un niveau B2 et ont pu bénéficier d'un stage pour apprendre l'allemand de façon intensive et de manière très courte avant de commencer les cours à l'université. Donc pour eux, ça a été vraiment bénéfique et ça les a aidés à y aller de manière plus tranquille et ne pas être stressés par le niveau de langue justement pour pouvoir suivre ces cours. Donc pendant mon année Erasmus, ça a été vraiment une année extraordinaire, je ne peux pas dire ça autrement. On apprend dans la langue vraiment allemande, on a des cours en allemand, donc c'est très intense, mais c'est très enrichissant. Et au-delà de ça, il y a une véritable ouverture aux autres parce que vous rencontrez des gens qui viennent du 4 coins du monde et c'est vraiment quelque chose qui permet de vous ouvrir l'esprit, de rencontrer d'autres cultures. Et ça, on peut difficilement le faire souvent dans sa faculté, donc ça peut vraiment être très bénéfique. Et pendant cette année Erasmus, comme les universités, enfin le calendrier universitaire est un peu différent de celui qu'on a en France, il y a 2 mois de vacances, donc en février et en mars. Et je voulais mettre à profit un peu ces vacances. C'est comme ça que j'ai voulu faire un stage en Allemagne. Alors tout d'abord, j'ai voulu le faire dans un cabinet chez des avocates franco-allemandes, plutôt du côté français. Donc je suis rentrée de là où je venais, donc à Strasbourg. Et j'ai fait ces demandes. Malheureusement, comme souvent en France, c'est pas toujours évident de trouver un stage de manière spontanée. Et j'ai eu que des réponses qui étaient plutôt négatives ou pas de réponse du tout. Et donc, je me suis dit, tant pis, j'essaye quand même de postuler à la frontière, donc dans la ville de Kehl, où c'était également des cabinets franco-allemands. On m'a appelé, enfin j'ai postulé à 2 cabinets et on m'a appelé en me disant que je pouvais faire un stage dans les 15 jours, 15 jours après. C'était un peu court pour pouvoir répondre aux procédures françaises pour avoir une convention de stage. Donc je me suis un peu inquiète au départ, puis après j'ai demandé, j'ai très vite compris qu'il n'y avait pas besoin de convention de stage. Donc c'est quelque chose à savoir qui peut vraiment être intéressant, c'est qu'en Allemagne, c'est pas souvent qu'on vous demande des conventions de stage. Donc vraiment, ça peut être bénéfique de ne pas avoir cette lourdeur administrative française et ça permet d'être un peu plus flexible au niveau des dates, de faire des demandes qui parfois sont un peu plus tardives et ça fonctionne quand même.
Donc ça a pour moi été vraiment une super expérience de pouvoir à la fois découvrir un métier, de pouvoir découvrir le monde professionnel allemand et vraiment de pouvoir essayer de m'adapter au milieu professionnel, mais tout en étant encore étudiante et de mettre à profit ce que j'avais appris pendant le premier semestre. Et je pense que l'inquiétude que j'avais à l'époque, elle n'a pas forcément lieu d'être, c'est le fait d'avoir peur que la barrière de langue soit trop grande et qu'on puisse pas, dans mon cas, travailler vraiment sur des dossiers, apporter vraiment une plus-value. Et c'est pas le cas. Il faut vraiment vous enlever ça de la tête. C'est que déjà, si on vous prend, on connaît votre profil et que la plupart du temps, du coup, les personnes avec qui vous allez travailler et être en stage, surtout sur des stages qui sont assez courts, sont disponibles et prêtes à vous expliquer, à être là pour vraiment vous traduire certaines choses si c'est nécessaire et à être disponible pour vous. Donc c'est vraiment une chose que j'ai appris et j'ai enlevé cette crainte que je pouvais avoir. Et depuis, je parle l'allemand même en faisant des fautes. C'est encore le cas, les déclinaisons, c'est pas toujours ça. Mais c'est vraiment les mobilités qui m'ont permis de m'ouvrir, d'être plus fluide, de ne pas avoir cette crainte et de m'ouvrir aux autres. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vraiment, il y a des mobilités pour tout âge, toute période, qui sont différentes et qui vous permettent à la fois de vous ouvrir à la culture allemande, à l'Allemagne, mais aussi de manière générale à l'Europe. Voilà. Merci beaucoup pour ce joli témoignage, Amandine. Alors, c'est vrai que on a commencé par vous parce que vous avez finalement retracé un certain nombre de mobilités différentes qui ont commencé donc dès le collège. Donc, pour les parents présents, pour les professionnels de l'éducation et de l'orientation, effectivement, il existe des programmes de l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui permettent aux jeunes dès la classe de 4e de partir. Ce sont les programmes Voltaire et Brigitte Sauzet, dont on vous mettra les liens dans le chat. Et puis, vous avez finalement voulu, ça vous a permis de vous ouvrir en fait sur la culture allemande et donc vous a donné l'envie d'y retourner dans d'autres occasions. Donc effectivement, la possibilité de partir dans le cadre des études françaises à l'étranger. Donc c'est le cas avec l'Allemagne comme ce serait le cas avec d'autres pays et de l'Union européenne et au-delà. Mais voilà, vous avez donc choisi de partir en Allemagne pour votre master et effectivement d'effectuer un stage en supplément pour compléter toutes ces expériences. Alors, je vois qu'il y a une question concernant le contexte du Covid. Donc, effectivement, hein, je pense que les uns et les autres vont en parler peut-être au fur et à mesure. Alors, les mobilités Erasmus plus continue, perdure, malgré cette situation particulière que nous vivons. Après, chaque pays adapte, s'organise différemment. Donc, vous avez des pays dans lesquels les cours se font entièrement à distance, d'autres partiellement, d'autres pas. Donc, ça va dépendre du pays. Pour le programme Voltaire, il va bien avoir lieu, il va juste être un petit peu décalé. Donc, pour cette année, pour postuler, c'est un peu tard, mais vous pouvez le faire pour l'année prochaine. Et pour Brigitte Sauzet, par contre, je ne saurais pas vous dire. Alors, ça me permet effectivement de faire le lien parce que vous répondez à une question qui a un lien avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites actuellement? Dites-nous. Bien sûr. Donc, actuellement, je fais un volontariat à l'OFAJ, donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Il y a différents types de volontariats qui sont franco-allemands et qui peuvent être portés sur différents sujets, thèmes. Ça peut être également dans des écoles. Et ces volontariats ont également lieu cette année et auront lieu l'année prochaine. Donc, malgré la crise sanitaire, c'est possible de partir. C'est la plupart du temps 1 an. Ils peuvent être plus courts, mais c'est souvent sur l'année scolaire en tout cas. Et voilà, ça permet de partir en mobilité de l'âge à partir de 18 ans et jusqu'à l'âge de 25 ans. Très bien. Eh bien, ça me permet de faire le lien avec notre second témoin, donc Rémi. Bonjour Rémi. On ne vous a pas salué au départ parce que vous êtes arrivé un petit peu plus tardivement suite à des soucis de connexion, si j'ai bien compris. Vous avez effectué un volontariat franco-allemand avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse et donc vous êtes là pour nous témoigner de votre expérience. On vous écoute, Rémi. Alors oui, bonsoir à tous. Désolé des petits soucis de connexion, mais je suis bien là et très content de pouvoir témoigner de ce volontariat. Alors, c'est dans le cadre aussi d'un service civique français.
du coup avec l'OFAGE. Je vais d'abord raconter pourquoi je suis parti là-dedans. Je venais de sortir de 2 années d'études supérieures très compliquées qui ne s'étaient pas validées et je ne voulais pas repartir soit dans une autre formation ou redoubler. Donc j'ai voulu partir en service civique. J'avais pas forcément d'affinité avec l'Allemagne, mais dans les sélections, j'ai été pris par l'OFAGE. Donc je suis parti durant l'année 2018-2019 à Brême, qui est au sud d'Hambourg cette fois-ci, 1 heure au sud d'Hambourg, dans un gymnasium qui est un collège-lycée qui accueille du CM2 à la terminale. Mes missions, c'était d'accompagner les professeurs dans les cours de français, de les aider, de faire des activités en petits groupes. J'aidais aussi des élèves par des activités que je créais moi-même, par du soutien. Je pouvais aussi aider l'établissement en organisant des grandes journées sur l'Europe, sur l'amitié franco-allemande, sur la nourriture. J'aidais aussi sur quelques sorties scolaires. Les missions sont assez diverses et sont assez différentes en fonction des établissements. On était plusieurs Français à être partis en Allemagne et on constatait qu'on avait tous des journées très différentes et des missions très différentes dans l'établissement. Donc, c'est dur de simplifier et de dire clairement ce qu'on fait durant ce volontariat. Donc voilà, on se rassemblait 4 fois une semaine durant l'année dans des séminaires franco-allemands. On était la moitié de Français et la moitié d'Allemands. La moitié de Français qui étaient dans des écoles allemandes et la moitié d'Allemands qui étaient dans des écoles françaises. On pouvait échanger sur nos pratiques, on découvrait aussi la vie des autres dans leur pays d'origine. On s'entraidait vraiment, on est vraiment un groupe très soudé et on garde des contacts pour le futur, c'est vraiment très intéressant. Et on commence le service civique par un séminaire directement. On n'est pas lâché sans aide dans l'Allemagne. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai été recruté malgré un niveau d'allemand, on va dire, plutôt faible. Je n'avais pas fait d'allemand en études supérieures, donc ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait d'allemand. Et avant, j'avais fait que de l'allemand au collège et au lycée. Donc, j'avais perdu beaucoup de notions. J'ai pu redécouvrir un peu tout ça pendant une semaine auprès de Français et d'Allemands. Et je suis arrivé directement dans la ville avec très peu de contacts. Donc c'est vraiment une grande aventure où j'ai dû me débrouiller avec les mains, avec un peu d'anglais pour pouvoir faire des courses, pour me loger, trouver un logement, pour apprendre à parler avec les collègues. Malgré que le fait que dans les écoles, on est beaucoup en cours de français, donc on nous demande de parler français et ça fait du bien aussi de pouvoir parler français dans ces moments-là. On m'a aidé, que ce soit la directrice de l'école, des collègues qui sur place m'ont aidé à m'inclure dans la culture allemande. On découvre aussi le rythme allemand des collèges qui est différent de celui français. On termine plus tôt, donc on a beaucoup plus de temps dans la fin d'après-midi et la soirée pour être avec des amis et découvrir du coup la ville où on était. J'ai été malheureusement longtemps en auberge de jeunesse parce que j'étais dans une assez grande ville et il y avait une crise de logement, donc j'ai trouvé que tardivement un logement qui est une colocation où on était 11 et j'étais le seul étranger, le seul français, donc ça force à parler allemand et ça me faisait du bien de découvrir aussi la vie vraiment dans la culture avec des vrais Allemands et de vivre avec eux et de vraiment découvrir la culture là-dedans, c'était très fort et je me suis bien sûr fait des amis et j'espère y retourner un jour. Donc pendant tout ce temps-là, ma mission c'était de faire progresser les élèves et les profs dans leur méthode et on se sent utile et c'est vraiment un sentiment qui est venu tout au long de l'année, c'est se sentir utile et ça apporte beaucoup pour le moral quand on ressort de 2 années très difficiles, que ce soit en fac ou en BTS où j'étais. On se sent utile, on aide et on n'a pas l'impression de perdre notre temps à suivre des cours. Et là, on donne des cours. C'est vrai que passer derrière le côté de la copie, ça fait quelque chose. Autre point qui m'a marqué pendant cette année, c'est que c'était une année très européenne, c'était l'année des élections européennes. Donc j'ai pu voter en Allemagne pour les élections européennes, ce qui fait un peu quelque chose quand on est habitué à voter en France, à redécouvrir le système de vote allemand. Et il y a eu aussi la signature du traité d'Aix-la-Chapelle ou de Aachen, qui a été signé par Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui renforçait les liens franco-allemands. Et j'ai pu participer à des nombreux événements pour promouvoir ce traité qui est actuellement en vigueur. Donc voilà. Voilà à peu près toute mon expérience durant ces années-là, cette année.
Très bien, merci beaucoup Rémi. Donc effectivement, Rémi, vous êtes parti dans le cadre d'un volontariat. On peut, hein, et il y a de multiples possibilités pour partir en Allemagne, à l'étranger de manière générale, en dehors du champ des études. Hein. À un moment donné, on a envie de prendre une année de césure, de faire une coupure et d'utiliser cette année-là pour partir à l'étranger, et là en l'occurrence en Allemagne. Et il y a différentes possibilités. Donc, on illustre ces possibilités par le volontariat aujourd'hui, mais vous avez beaucoup de jeunes qui vont partir faire des séjours au pair ou qui vont partir faire des jobs. Voilà. Donc, il y a différentes possibilités, mais effectivement, le volontariat franco-allemand a quand même un réel intérêt pour à la fois développer ses compétences linguistiques, comme vous l'avez montré, mais aussi acquérir d'autres compétences professionnelles. Eh bien, merci beaucoup, Rémi. Alors, là, nous avons effectivement eu le témoignage de plusieurs types de mobilité, mais nous n'avons pas encore parlé des études directement dans le pays. Eh bien, nous allons donc passer la parole à Daphné, qui va nous présenter sa situation actuelle. Bonjour à tous, je m'appelle Daphné Pallière, j'ai 21 ans et je suis actuellement en deuxième année d'école de kinésithérapie à Mannheim. Donc Mannheim est une ville qui se situe donc dans le sud-ouest de l'Allemagne, pas très loin, hein, c'est à 1h30 je crois de Strasbourg. Mais avant cela, j'ai été encore dans une autre ville en Allemagne pendant 1 an, donc j'ai fait en tout 2 villes différentes. Donc pour retracer un petit peu, je sors d'un baccalauréat économique et social que j'ai fait donc à Mulhouse. Et mon projet, c'était bien sûr une école de kinésithérapie. Et pour échapper en fait à la PACES, la première année de commune aux études de santé, qui n'était pas du tout conseillée pour le type de baccalauréat que j'avais, je savais qu'il fallait que je parte à l'étranger. Donc j'avais tenté d'abord la Belgique, mais j'ai pas été tirée au sort parce que là-bas c'est comme l'auto. Et donc je savais que ça allait être l'Allemagne. Et donc je m'étais renseignée sur les écoles de kiné en Allemagne. Donc la plus connue, c'était celle de Kiel, la physiothérapie Schule Orteno. Je suis allée donc m'inscrire et là on m'a dit qu'il fallait un niveau d'allemand C1 pour rentrer dans l'école de kiné et ils avaient mis donc en place une école de langue rattachée à l'école de kiné, donc que les étudiants en fait qui n'avaient pas le niveau C1 pouvaient l'avoir en cours intensif. Donc j'ai suivi donc cette école de langue en fait allemande pendant 1 an et demi. Parce que j'ai redoublé un moment, c'est pour ça. J'ai mis un peu de temps, honnêtement, parce que je n'avais pas beaucoup d'affinité en fait avec l'Allemagne. J'avais eu des cours d'allemand à l'école, mais pas du tout dans des classes européennes. Enfin, c'était vraiment juste en langue vivante 1 que j'avais des cours d'allemand. Et j'avais quand même pas le niveau en sortant. Quand ils m'ont fait passer le test, j'avais un niveau A1. Donc j'ai mis 1 an et demi et ensuite je ne me suis arrêtée en fait qu'au B2. J'en ai eu assez en fait. Je ne voulais pas aller jusqu'au C1. Et je me suis donc renseignée ensuite sur les écoles de kiné donc qui acceptaient un niveau B2. Donc j'en ai fait plusieurs. J'ai fait des Schnuppertag, donc des journées d'intégration, que je conseille d'ailleurs à tous ceux qui veulent faire une école, n'importe quelle école en Allemagne, c'est faire les journées d'intégration pour être sûr de son choix et avoir bien sûr toutes les informations requises. Et donc j'avais en fait un ami qui avait fait donc la même école que moi de langue, donc la Deutsche Sprachschule, et qui me dit écoute Daphné, il y a une école à Mannheim qui s'appelle la Bernblindo-Schule qui accepte à partir du B2. Et donc, je suis allée faire la Schnuppertag là-bas. C'est vraiment une toute petite école, très familiale. Hein. Il n'y a pas beaucoup de classes. On n'est vraiment pas beaucoup par classe. Mais je trouvais justement que c'était beaucoup mieux. Car le métier de kiné, c'est quand même un métier pratique où il y a donc beaucoup de manipulations à faire sur les autres et beaucoup donc de questions à poser aussi. Et je ne voulais donc pas de grosses classes de 40 personnes, etc. Et donc, je suis rentrée donc dans l'école de kiné de Mannheim. Ce qui a été le plus difficile, c'était vraiment trouver un logement. La ville de Mannheim est en fait une très très grosse ville étudiante, car l'université est très connue donc pour tout ce qui est Erasmus dans des Français pour l'école de management en fait de BVL, qui est très connue là-bas. En fait, c'est une école très très bonne. Et donc je m'y suis pris 2 mois à l'avance pour trouver un appartement et je l'ai trouvé 2 semaines avant ma rentrée.
ce qui était très difficile. C'est vraiment ce que j'ai eu le plus de mal. Et donc, j'ai trouvé un appartement dans une colocation. Enfin, c'est une sorte de colocation où on est 10 personnes. Je suis la seule française, mais je ne suis pas la seule étrangère. Donc, il y a un Brésilien, une Italienne, une Indonésienne et le reste, c'est des Allemands. Mais on se parle que tous en allemand, car je ne parle ni le portugais, ni l'italien, et encore moins l'indonésien. Mais ça fait vraiment différentes cultures, et c'est vraiment super pour partager nos différentes cultures. Par exemple, on se fait des soirées françaises, soirées indonésiennes, etc., où on mange en fait les spécialités des autres. Et donc, je suis donc à l'école, à la BBS, depuis maintenant 2 ans. Pour parler un petit peu de cette école qui est très peu connue en France, car ils n'ont pas en fait on va dire le financement nécessaire pour faire autant de publicité que l'école de Kiel. L'école de Mannheim, donc c'est une école privée qui est donc pas une université, hein, c'est vraiment une école de formation où on a 50% de pratique et 50% de cours théoriques, ce que je trouve quand même plus intelligent pour un métier pratique comme la kinésithérapie. Juste la théorie, ça ne servirait un peu à rien. Et donc, c'est une toute petite école. On est seulement, donc, les cours en Allemagne, c'est sur 3 ans, séparés par semestre. Donc, semestre 1, 2, voilà, jusqu'au semestre 6. Il y a 2 semestres consacrés au stage. Donc, en tout, on a 1 an de stage qui se fait donc dans des hôpitaux, des centres de rééducation et des cabinets de kiné en Allemagne. On n'a pas le droit de le faire en France. Malheureusement, ils ont perdu les autorisations qu'ils avaient. Ils avaient eu des contrats, mais ils les ont perdus. Et donc, ça marche avec donc un examen en 3e semestre pour le passage en stage et l'examen final, donc, qui est en 6e semestre. Et ensuite, pour ceux qui veulent retourner en France après les études, oui, voilà, j'allais venir, il faut en fait demander l'équivalence française. Donc, pour avoir l'équivalence française, ça met longtemps, ça met une bonne année de ce que j'ai entendu avec les Français de l'année dernière qui ont eu le diplôme, car en fait, il faut rattraper les heures de stage, car il y a beaucoup plus d'heures de stage qui sont demandées en France qu'en Allemagne. Donc, dès qu'on a fait les heures supplémentaires dont on a besoin, donc il y a des petites grilles à cocher, hein, heures de stage, etc., dans telle ou telle spécialité, gynécologie, etc., pédiatrie, eh bien, on fait une demande, en fait, à une institution, en fait, et ensuite, il faut s'inscrire au groupe des kinés de France pour ensuite pouvoir travailler en France. Est-ce que vous pourriez nous dire combien coûte votre scolarité dans l'école dans laquelle vous êtes? Alors, ça change un petit peu chaque année. Ça dépend en fait des subventions qu'ils reçoivent chaque année de l'État. Mais moi, en tout cas, c'était 130 € par semestre, en fait, enfin, par mois. Voilà. Alors, effectivement, les écoles ont des tarifs, avaient auparavant des tarifs différents, mais il y a eu un recadrage et maintenant, la majorité des écoles tournent autour de ce tarif-là, effectivement. Et par contre, les études sont gratuites à l'université. Il y a une question concernant le budget. Alors, je pense que chacun dans nos villes, le budget est différent. Est-ce que vous pourriez répondre les uns et les autres à cette question-là? Donc, dites-nous, Daphné, combien prévoyez-vous à peu près par mois pour le logement, pour se nourrir, se déplacer, etc.? Alors, à Mannheim, le prix dépend en fait du quartier. Voilà, comme pour Paris, en hypercentre, c'est beaucoup plus cher que autour. Donc, moi, où j'habite, c'est Neckarstadt-Ouest, donc ce n'est pas le centre-ville, c'est légèrement à côté. Et donc, je paye 320 €, charges comprises, électricité et eau. Et pour ce qui est de la nourriture, là, on n'a pas de cantine dans notre école, donc c'est à nous de rapporter notre repas. Mais c'est très bien desservi niveau restauration. On a une boulangerie juste en face. On n'a pas vraiment le temps de cuisiner vu qu'on a une pause repas de seulement 30 minutes. Donc, on va juste chercher un bretzel ou autre. Et voilà. Et donc, vous
globalement, qu'est-ce que ça donne comme budget? Ça donne, alors je sais que mes parents me donnent environ 70 € par mois pour, mais après j'ai encore l'argent de mes parents, donc en fait je pourrais pas vraiment dire. Le côté financier, c'est vraiment mes parents. J'ai pas de petit job ou autre, c'est vraiment tous mes parents. J'ai la chance d'avoir une famille qui a les moyens, donc je pourrais pas vraiment dire exactement. Je sais que mon appartement, ça je suis sûre que c'est 320 €, vu que je voulais le vendre il y a pas longtemps, donc ça je suis sûre. Mais voilà, je pourrais pas dire. Très bien. Et vous, Amandine, dites-nous, dans la ville de Kiel, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, Kiel, ça fait quelques années, je ne pourrais pas avoir des chiffres exacts, mais sur le loyer, j'étais à moins de 400 €. Je pense que j'étais aussi autour de 300 €. C'était pas une ville excessivement chère. Et surtout en Erasmus, souvent, les étudiants essayent de vivre en résidence étudiante, ce qui est encore moins cher. Pour ce qui est du budget nourriture, je pense que ça devait être autour de 200 €, voire 300 € si on fait des sorties, et voilà. Mais, et pour ce qui est de Berlin, malheureusement, les loyers sont beaucoup plus chers. Il faut compter vraiment autour de 500 € pour avoir une chambre en colocation. Peu importe le quartier, même si on s'éloigne, c'est vraiment assez cher et très compliqué de trouver. Donc voilà, pour Berlin, c'est moins évident. Très bien. Donc oui, effectivement, on va compter entre, on va dire, 450 et 800 € selon la ville dans laquelle on est pour le budget. Un peu comme si dans les villes françaises, la vie n'est pas la même, le coût de la vie n'est pas le même d'une ville à l'autre. Très bien. Eh bien, donc, merci Daphné. Nous allons passer la parole à Georges qui va nous parler de son expérience. On vous écoute, Georges. Merci beaucoup et oui, merci pour l'invitation également et bonjour à tout le monde. Je m'excuse d'avance si jamais je fais des fautes de français. Je suis pas français, donc ça peut arriver, mais voilà. Oui, j'ai 24 ans et je suis moitié anglais et moitié allemand et j'ai fait mon baccalauréat en Angleterre. C'était équivalent à un bac S en France et j'ai ensuite décidé de poursuivre mes études en Allemagne. Et donc j'ai commencé à faire des recherches un petit peu en ligne pour trouver un cursus en Allemagne. Et j'ai trouvé un cursus international à Mannheim également, à la Hochschule de Mannheim. Et c'était très bien, vu que c'était un cursus international, il y avait des aides du service des relations internationales de la Hochschule de Mannheim qui nous aidaient justement à trouver un logement au début. Je me souviens très bien, ils sont venus nous chercher à la gare de Mannheim au début et il y avait pas mal d'aides mises en place pour ce cursus justement. Et la première année, c'était les cours théoriques, c'était le cursus de électrotechnique, c'est ingénierie électronique. Et les cours théoriques étaient en anglais pour la première année. Et puis en parallèle, on a eu des cours d'allemand. Et on avait comme objectif, après la première année, de passer un test d'allemand pour justement poursuivre les études et les cours en allemand en deuxième année. Du coup, j'ai eu les cours en allemand. Je pouvais déjà parler un petit peu en allemand à l'avance, vu que ma mère est allemande et j'ai appris un petit peu pendant mon enfance. Mais ça m'a vraiment aidé à regagner en compétences en allemand. Et donc, à la fin, j'ai pu faire le test. C'était le test s'appelait le DSH. Ça veut dire Deutsche Sprachprüfung für Hochschulzugang. Ça veut dire le test allemand pour l'accès aux études supérieures. Et il y a différents niveaux par rapport à l'école qu'il faut avoir. Et j'ai pu faire ce test. Et après la première année, j'ai changé de cursus en mécanique, mais toujours dans la même école. Et là, vu qu'il s'agissait plus d'un cursus dit international, j'ai dû, comme on a dit tout à l'heure aussi, j'ai dû trouver ou faire reconnaître mon diplôme anglais en Allemagne. Et pour faire cela, j'ai dû envoyer mon bac à un service. C'était à la Hochschule de Konstanz pour le Baden-Württemberg. C'est géré par région. J'ai dû envoyer mon bac pour que ça soit reconnu comme bac allemand. Ils me l'ont renvoyé avec un papier pour dire la note en allemand. Et puis, j'ai ensuite pu continuer mes études en Allemagne, en mécanique, en tant que toujours étudiant international, mais dans un cursus allemand. Et puis, j'ai continué mes études jusqu'au master.
Et en Allemagne, c'est un peu différent qu'en France. En France, il y a l'école d'Inge où tu fais un prépa et puis l'école d'ingénieur. En Allemagne, c'est plutôt divisé en licence et master. Du coup, j'ai fait la licence et le master. Et, euh, et ensuite, il y a eu des stages aussi. J'ai également fait un Erasmus+, mais au lieu de le faire en Allemagne, vu que j'y étais déjà, je l'ai fait en France. Et c'est là où également où j'ai fait mon projet de fin d'études aussi. Et puis, en mars de l'année dernière, j'ai fini mes études en Allemagne et j'ai commencé à chercher du travail. Je vis actuellement à Strasbourg, vu que c'est là où j'ai fait mon projet de fin d'études. Et là, j'ai eu un peu du mal à cause du contexte sanitaire. J'ai mis un peu de temps pour trouver un travail, mais finalement, 7 mois plus tard, j'ai trouvé un travail en Allemagne et je travaille actuellement en tant qu'ingénieur en production dans une entreprise pas loin de la frontière. Et voilà, c'est ça mon parcours. Donc, ouais, tout ce que je peux vous dire, n'ayez pas peur. Ça vaut le coup. Que ça soit l'Allemagne ou un autre pays, c'est toujours, ça nous apprend toujours plein de choses. Et puis, je vous souhaite tous bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien, merci beaucoup, Georges. Une petite question. Est-ce que vous avez cherché du travail à la fois d'un côté et de l'autre de la frontière ou vous n'avez cherché que du côté allemand? Alors, j'ai cherché des deux côtés. J'avais en tout une trentaine d'entretiens, que ce soit en Allemagne ou en France, et plusieurs promesses d'embauche également, surtout en France. Mais malheureusement, ces promesses n'ont pas abouti à des vraies embauches parce que à cause du contexte sanitaire, ils ne pouvaient pas m'embaucher. Du coup, mais bon, plus ça mettait du temps, plus j'élargissais mon champ de recherche. Mais finalement, j'ai fait quelques boulots, des petits boulots dans d'autres domaines en attendant, mais j'ai eu de la chance de trouver par la suite en Allemagne après. Très bien. Merci beaucoup. Donc effectivement, à travers ces différents témoignages, on voit bien que la mobilité peut être différente. Il y a finalement des mobilités qui peuvent se faire à différents âges, à différents moments du parcours. On peut partir dès le collège, mais c'est pas parce qu'on n'est pas parti au collège qu'on ne pourra pas partir après. On peut partir faire toutes ses études directement après le bac, comme Georges ou comme Daphné. On peut décider de partir dans le cadre d'accords institutionnels. On a parlé effectivement du programme Erasmus+, mais il y a également aussi ce qu'on appelle des doubles diplômes. Vous passez une partie de la formation en France, l'autre partie en Allemagne, pour à la fois obtenir les deux diplômes. Ces doubles diplômes sont très fortement présents entre la France et l'Allemagne. Il y a de nombreux accords qui sont gérés par l'université franco-allemande, l'UFA. Vous allez retrouver de nombreux diplômes dans des secteurs variés, à la fois les sciences pour l'ingénieur, dans le domaine du commerce et du marketing, dans le domaine des sciences humaines et sociales, dans le cadre de la formation des enseignants, et qui permettent donc d'obtenir à la fois le diplôme français et le diplôme allemand. Nous avons parlé également de la mobilité en dehors du champ des études, dans le cadre d'une année de césure, à travers le volontariat franco-allemand, géré par l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Il y a également d'autres types de volontariats qui peuvent se faire en Allemagne, notamment le Corps européen de solidarité. Voilà, il existe d'autres formes de volontariat dont on vous parlera prochainement dans une visioconférence. Si je ne me trompe pas, ça doit être au mois de mars. Voilà. Pour terminer, si vous aviez un conseil à donner, deux mots, voilà, en deux mots, pour l'Allemagne. Daphné, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Eh bien, je dirais de ne pas baisser les bras. C'est vrai qu'au début, ça a été très difficile. J'avais 18 ans, je n'étais jamais partie de chez moi en fait toute seule. Et j'ai mis quand même 2 mois à m'y faire où je pleurais tous les soirs parce que ma famille me manquait, etc. Et je pense que c'est vraiment ce moment-là, en fait, le temps d'adaptation qui prend du temps, mais il faut vraiment ne pas baisser les bras. Après, de toute façon, il y a des relations qui se créent, voilà, des amis, des petits amis, voilà, comme moi qui me suis mise avec un Allemand.
alors que je voulais pas au départ. Et puis après, voilà, surtout ne pas avoir de projet fixe. On sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, moi je m'étais dit après mes études, je retourne en France, et maintenant je me dis est-ce que je resterai pas en Allemagne? Donc ça aussi, je pense que c'est important. Moi, je dirais qu'il faut oser partir à l'aventure, surtout quand on rencontre quelques difficultés en France et qu'on a besoin d'un temps pour se poser. C'est bien de partir et de découvrir le monde et surtout l'Europe pendant un an et de revenir après en France pour continuer et reprendre un rythme de vie, on va dire, plus classique. Mais c'est vrai que partir à l'aventure, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est toujours enrichissant et un bon moment à vivre. Alors, ça rejoint un petit peu les autres aussi. Oui, si vous, enfin, oui, foncez et puis ça vaut le coup, je pense, oui. Je rejoins un peu tout le monde, mais je veux dire de jamais hésiter à partir parce qu'on a beaucoup de craintes avant de partir, que ce soit le niveau de langue, que ce soit de se retrouver seul, que ce soit d'être loin de ce qu'on connaît. Et en fait, toutes les mobilités apportent quelque chose et elles sont toutes très positives et je pense que ça marque nos vies et ce qu'on a envie de faire par la suite. Donc, ne jamais hésiter. Bien, merci. Donc, on sait que Daphné hésite à travailler en Allemagne. On sait que Georges, du coup, a décidé de travailler en Allemagne. Et vous, Amandine et Rémi, est-ce que vous avez des projets à venir encore avec l'Allemagne? Alors, à l'heure actuelle, c'est pas prévu. Je suis rentré en France du coup depuis 2 ans et je pense y retourner pour des vacances, mais je n'envisage pas y vivre et ni d'y travailler. Je dis souvent qu'en quittant l'Allemagne, j'ai appris à aimer la France aussi, car on voit toutes les particularités qui font la France et du coup, quand on revient, on est aussi content de retrouver tout ça et d'apporter un peu de culture allemande dans nos paliers. C'est toujours très, très cool, je dirais, de vivre cela. Mais pour l'instant, je reste en France. Effectivement, hein, c'est intéressant hein, ce que vous avez dit. Eh bien, quand on part de chez soi, on se rend compte aussi hein, de commencer hein, chez nous. C'est rencontrer du coup une nouvelle culture et on apprend parfois effectivement à apprécier la nôtre. Hein, donc c'est intéressant. Ça permet une certaine prise de recul. Sur sa façon de vivre. Merci pour ce témoignage. Et vous, Amandine? J'aimerais beaucoup travailler dans le franco-allemand par la suite et je reste assez ouverte sur l'Europe, donc que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Autriche, que ce soit un autre pays. Voilà, pour les projets futurs. Tant qu'il y a des bretzels, ça ira. Très bien, c'était un joli mot de fin. Donc, je vous remercie encore à tous d'avoir été présents et d'avoir témoigné ce soir. Je remercie également les spectateurs d'avoir été présents aussi et d'avoir posé des questions également sur le chat.